Bonjour à tous et merci de me permettre. Ouais, ok. Merci de me permettre de faire cette présentation pour ce travail que j'ai réalisé donc avec le professeur Segui et puis l'équipe de Lille pour étudier cette cohorte de jeunes adultes qui sont nés avec une atrésie de l'œsophage. On s'est rendu compte qu'il y avait peu de données chez l'adulte pour ces patients-là. Il y a quelques études qui ont étudié notamment les signes digestifs présents chez ces patients et puis leur statut nutritionnel dans une moindre mesure avec de plus petites cohortes. Et donc, l'objectif de cette étude, c'était de décrire cette cohorte de jeunes adultes qui sont nés avec une atrésie de l'œsophage, qui ont été pris en charge au CHU de Lille depuis leur naissance et qui ont bénéficié d'une première consultation de suivi spécialisé en médecine adulte, donc essentiellement par le professeur Segui qui a suivi ces patients-là et qui les suit toujours. Donc, c'est une étude rétrospective, c'est une étude descriptive qui comporte une cohorte de 81 patients nés avec une atrésie de l'œsophage entre 1972 et 2002 dans la région des Hauts-de-France et qui ont été pris en charge au CRACMO. Les déclarations nécessaires ont été faites vis-à-vis de cette étude. Les données recueillies sont les suivantes: le sexe, l'âge de la première consultation adulte, le type d'atrésie, la présence ou non d'un syndrome polymalformatif de Bacterl, la réalisation ou non d'une intervention de Nissen dans l'enfance, la situation professionnelle de ces patients adultes, les données anthropométriques que sont le poids, la taille, l'IMC, la circonférence brachiale et la force de préhension à l'aide d'un grid test, toute une série de symptômes digestifs, la présence ou non d'un support nutritionnel chez les adultes, le résultat de la dernière endoscopie digestive et la réalisation ou non de dilatation endoscopique, une fois de plus, à l'âge adulte. Donc, il y a 183 patients qui sont nés avec une atrésie de l'œsophage sur cette période dans la région, 81 qui ont été inclus dans cette cohorte. Divers patients ont été exclus essentiellement parce qu'ils étaient perdus de vue à l'âge pédiatrique ou parce qu'ils n'ont pas été convoqués ou ne sont pas venus à leur consultation adulte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe depuis 2006 une consultation de transition entre la pédiatrie et la médecine adulte qui permet de mieux accompagner ces patients-là vers l'âge adulte. Et on regarde, enfin, ce qu'on observe, c'est que finalement, les patients qui n'ont pas bénéficié de cette consultation de transition, ils ont été beaucoup plus perdus de vue à l'âge adulte que les patients qui ont bénéficié de cette consultation, parce qu'on a 81% de perdus de vue pour ceux qui n'ont pas eu la consultation de transition, contre seulement 21% pour les autres. Alors, dans cette cohorte, on a essentiellement des patients qui ont une atrésie de l'œsophage de type 3, à 86%, un peu plus rarement des types 1, des types 4 et aucun type 2. 11 syndromes polymalformatifs de Bacterl, dont 5 malformations anorectales qui ont nécessité une chirurgie complémentaire. 46% des patients de la cohorte qui ont eu au moins une intervention de Nissen dans l'enfance. Et puis, 4 patients avec des connexions œsogastriques totales, 3 anastomoses œsogéginales avec exclusion gastrique, une œsophagostomie cervicale et 4 coloplasties. Une population majoritairement masculine à 58%, contre 42% de femmes, avec un âge médian à la première consultation adulte de 18 ans. Des patients qui suivent pour la plupart un cursus d'études supérieures ou d'apprentissage ou qui auront une activité professionnelle. Alors ensuite, pour ces patients, on allait regarder leur statut nutritionnel, donc à l'aide des différents paramètres anthropométriques. Et ce qu'on observe, si on regarde le graphique, c'est que la majorité d'entre eux ont un IMC normal, compris entre 18,5 et 25, 55% de la cohorte. Mais on a quand même un quart des patients qui ont un IMC inférieur à 18,5. Et si on regarde un petit peu dans le détail chaque mesure anthropométrique, on voit que malgré le fait que ces patients ont pour la majorité un IMC normal, eh bien, ils sont quand même plus petits en taille et un peu plus minces que la moyenne des Français du même âge, puisqu'on a quand même 88% de femmes et 83% d'hommes qui ont un poids inférieur aux Français du même âge, 77%, 75% pour la taille. Donc un IMC en moyenne qui est normal et une majorité de patients avec un IMC normal, mais en fin de compte, ils sont quand même plus petits et plus minces. La circonférence brachiale, dans une moindre mesure, qui est inférieure à la normale, et une force de préhension qui reste normale pour
tous les patients, 16 et 26 kg étant les normes attendues. Ensuite, on a regardé qu'est-ce qui pouvait influencer l'état nutritionnel des patients. Le type d'atrésie ou la présence d'un syndrome polymalformatif n'avait pas d'incidence sur le statut nutritionnel dans les statistiques. En revanche, un antécédent de chirurgie de Nissen a entraîné des paramètres anthropométriques significativement plus bas, et c'est valable pour l'ensemble des paramètres, le poids, la taille, l'IMC, la circonférence brachiale et la force de préhension. On a observé ensuite si ces patients avaient besoin d'un support nutritionnel à l'âge adulte. Pour la plupart d'entre eux, ils vont bien, ils mangent bien, ils n'ont pas besoin de nutrition entérale, de compléments nutritionnels oraux, mais on a quand même un quart des patients qui ont encore besoin à l'âge adulte d'avoir un support nutritionnel, que ce soit par voie entérale sur une gastrostomie. Certains d'entre eux avaient déjà une gastrostomie dans l'enfance qu'ils ont conservée à l'âge adulte. Chez d'autres patients, il y a une gastrostomie qui a été mise en place ou une nutrition entérale sur sonde nasogastrique avec autosondage. Et puis, dans une plus faible mesure, des compléments nutritionnels oraux. Et il y a un seul patient dans la cohorte qui avait un IMC très élevé, un état d'obésité sévère et qui était inclus dans un parcours de chirurgie bariatrique. Donc, c'est anecdotique vis-à-vis des autres patients. Les indications de la nutrition entérale à l'âge adulte, donc c'est soit des patients qui dépendaient de leur nutrition entérale déjà depuis l'enfance, soit des patients chez qui la nutrition entérale a été mise en place devant une insuffisance pondérale ou une insuffisance staturale pour des patients qui n'avaient pas achevé leur croissance. Dans l'analyse, on a retrouvé 2 facteurs qui avaient une influence significative sur l'indication ou non de la mise en place d'un support nutritionnel, donc l'intervention de Nissen, ce qui est assez logique puisqu'on a dit que ces patients-là étaient plus dénutris à l'âge adulte. Donc 38% de patients qui ont eu un Nissen qui ont besoin d'un support nutritionnel contre seulement 14% pour ceux qui n'ont pas d'antécédent de chirurgie de Nissen. Et un symptôme digestif, je vais les détailler après, l'ensemble des symptômes digestifs, mais la dyspepsie, on a défini comme une sensation d'inconfort digestif ou de douleur épigastrique. 60% des patients qui décrivent ce type de symptômes ont besoin d'un support nutritionnel contre seulement 20% des patients qui n'ont pas décrit ce type de symptômes. Donc, quels sont les signes digestifs qu'on a retrouvés? Essentiellement la dysphagie, la polydipsie hyperprandiale, donc la nécessité de boire beaucoup d'eau pour faire progresser le bol alimentaire, et le reflux gastro-œsophagien. Ces 3 symptômes-là concernent quasiment la moitié des patients. Et puis, dans une moindre mesure, la toux perprandiale, le pyrosis. La dyspepsie qui finalement touche seulement 12% des patients, les vomissements, les régurgitations et puis d'autres symptômes un peu plus rares. Et en fin de compte, il n'y a que 17% des patients de la cohorte qui n'ont absolument aucun signe digestif, qui ont une alimentation normale, qui ne se plaignent de rien. 80% des patients qui ont un RGO sont sous IPP au long cours dans cette cohorte. Et donc la dyspepsie, seul signe fonctionnel digestif qui a une influence significative sur l'anthropométrie au niveau de l'analyse statistique, avec un poids, un IMC et une circonférence brachiale significativement plus bas que chez les autres patients. Concernant l'endoscopie, les anomalies qui ont été retrouvées le plus fréquemment sont l'œsophagite chronique, la métaplasie gastrique et le BO confirmé ensuite en anapathe, avec une endoscopie qui est anormale chez 60% des patients. Aucun cas de dysplasie dans cette cohorte. Et à noter que chez certains patients, l'endoscopie a été réalisée soit via l'orifice de gastrostomie pour le patient qui avait eu une œsophagostomie cervicale, et puis pour les autres patients avec un estomac exclu, l'endoscopie a été réalisée à la fois par voie haute et par l'orifice de gastrostomie. 11% des patients ont nécessité à nouveau des dilatations endoscopiques à l'âge adulte. Ils étaient 58% à avoir eu déjà une ou plusieurs dilatations dans l'enfance. Donc des patients qui, à l'âge adulte, ont encore des blocages alimentaires, une dysphagie et qui ont encore besoin parfois de dilatation endoscopique. Ce qu'on a retrouvé aussi au niveau de l'analyse, c'est que les patients qui avaient un antécédent de chirurgie de Nissen avaient significativement plus de BO suspectés ou confirmés en anapathe, 22% en cas de Nissen contre 5% en l'absence de Nissen, et que la réalisation du Nissen ne permettait pas de réduire la persistance d'un RGO à l'âge adulte, puisque 39% de reflux traités, on a 39% de reflux traités ou non traités en l'absence de Nissen, contre 50% chez des patients qui ont un Nissen, donc il y avait probablement un RGO plus sévère et persistant, malgré l'intervention.
Donc, ce qu'on a montré, c'est que déjà, la consultation de transition, elle est très importante parce qu'elle permet d'éviter les perdus de vue. Et on voit bien dans les résultats de cette étude que c'est important de ne pas perdre de vue les patients parce qu'ils conservent à l'âge adulte une symptomatologie digestive importante, une fréquence assez importante aussi de diverses anomalies à l'endoscopie et puis un état nutritionnel qui est quand même insuffisant pour un quart d'entre eux, avec des valeurs anthropométriques qui restent quand même inférieures à celles de la population du même âge en moyenne, un quart des patients qui ont besoin d'un support nutritionnel. Et donc, l'antécédent de chirurgie de Nissen et la persistance d'une dysplasie retentissent négativement sur leur état nutritionnel, d'où l'intérêt de maintenir à l'adolescence la même vigilance que durant la petite enfance vis-à-vis de l'évolution des courbes de croissance staturopondérale, pour ne pas se retrouver avec des patients qui arrivent justement à l'âge de 18 ans avec une insuffisance staturopondérale. Le Nissen dans l'enfance ne garantissait pas un meilleur contrôle du RGO à l'âge adulte, puisqu'on l'a vu, ces patients-là, malgré cette chirurgie, ont plus souvent un reflux persistant à l'âge adulte. Un endobrachiosophage plus fréquent chez les patients avec antécédent de Nissen. Pas de dysplasie observée dans cette cohorte, malgré le risque de cancer de l'œsophage qui est existant compte tenu de la prévalence de l'EBO, d'où l'intérêt de maintenir un suivi endoscopique à long terme et de maintenir une gastrostomie pour les patients qui ont une chirurgie de Bianchi, qui ont un estomac exclu, afin de pouvoir explorer quand même l'estomac. Voilà, donc le message important, c'est surtout celui-là, c'est de se dire que ces patients-là, finalement, arrivés à l'âge adulte, c'est important de pouvoir continuer à les suivre, même s'ils ont l'impression que ce suivi est devenu inutile. Et puis, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe finalement pendant l'adolescence. Est-ce que entre le suivi dans la petite enfance et l'âge adulte, est-ce qu'on ne peut pas intervenir finalement un peu plus tôt au moment de l'adolescence pour éviter qu'ils arrivent à l'âge adulte en ayant un IMC insuffisant? Voilà, je vous remercie. Merci, j'espère, je pense que vous aurez des commentaires, des questions. Ouais, Jérôme. Une petite question sans du tout vouloir remettre en cause vos résultats, mais le 25% de soutien nutritionnel à l'âge adulte, c'est très au-delà, en tout cas dans mon expérience, de ce que je vis moi quelques années avant, au moment de la puberté. Est-ce que finalement vos perdus de vue ne concentrent pas les gens qui ont besoin de vous de façon artificielle et donc que vos chiffres sont très surestimés? Parce que nous, pour le coup, on les suit et on ne les lâche pas. Et on a une vision beaucoup moins pessimiste que la vôtre. Donc, est-ce que vos chiffres, même s'ils correspondent à la littérature antérieure, 40 à 50% de symptômes, c'est ce qu'on lit dans toutes les revues, mais est-ce que ces chiffres-là ne sont pas surestimés? C'est effectivement une possibilité. Je ne peux pas le nier, puisqu'il y a quand même un nombre de perdus de vue qui est important. On a 183 patients nés avec une atrésie dans la région et on se retrouve avec 81 patients dans la cohorte. Donc, il y a un nombre de patients exclus qui est pas négligeable. Est-ce que ce biais-là, il n'est pas un peu atténué par le fait qu'il y a la consultation de transition qui a été mise en place et donc finalement, quel que soit le statut nutritionnel des patients, on a des patients qui sont arrivés en consultation de transition et qui ont bénéficié quand même après d'une consultation de médecine adulte ici au CHU. Donc, finalement, il n'y a pas que les patients qui étaient déjà dénutris ou avec un IMC insuffisant à l'adolescence qui ont été adressés en médecine adulte ensuite. Après, voilà. Moi, je voudrais juste rajouter un commentaire là-dessus. C'est sous ton contrôle. La population éligible et la population suivie, en termes de caractéristiques initiales, n'étaient pas différentes. Le nombre de types, le nombre de malformations associées. Bon, voilà. Et deuxièmement, et ça c'est un message, il l'a dit de façon très polie, mais quand on a débriefé avec David Segui, il a été plus, je ne sais pas si tu es branché David, mais il faut le dire plus cash. Il dit qu'on s'habitue à voir ses enfants pas être très grands et pas être très gros, et qu'à l'adolescence, il y a un danger et qu'il les trouve petits et maigrichons, enfin je le fais un peu court, et qui trouve que les pédiatres se sont habitués à les voir pas très gros et pas très, et que il faudrait qu'on soit très vigilant, en particulier au moment du pic de l'adolescence, pour leur donner le petit coup de boost pour qu'ils aient les 2-3 cm de plus et les 2-3 kg de plus qui va les rendre... voilà. Donc, il est nutritionniste, David, donc il est probablement il est très sensibilisé à l'état. Il est responsable
l'unité de dépistage de la dénutrition dans tout notre hôpital, donc il est très sensible et du coup, probablement, c'est surtout des CNO, hein, ils n'ont pas tous des gastrostomies, enfin, tu as vu, hein, mais donc ça explique probablement cette vigilance et en débriefant les résultats, quand on a regardé en équipe un peu les résultats, voilà, il nous a alerté sur le fait qu'il trouvait qu'on devenait un peu mou de la pédale en arrivant à l'adolescence. Voilà, c'était mon... Si je peux me permettre, Romain, peut-être tu l'as dit, mais dans cette étude, en fait, dans la cohorte, c'est une bonne moitié avant le centre de référence et avant la consultation de transition. Ils sont remontés dans la liste des patients bien avant le centre. Et je pense que si on regarde en détail, il y a beaucoup moins de perdus de vue depuis la consultation de transition qu'avant, où effectivement, les chirurgiens disaient à 6 mois qu'ils étaient guéris. Au revoir, merci. Donc, on a changé d'épaule. Mais il y a là, effectivement, beaucoup moins de perdus de vue parce que on pose la question aux familles. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que ça vous intéresse? Il y a très peu de réponses négatives. Oui, il y avait une autre question. Oui. Merci. Oui, mais merci. Donc, Marc Lejeune pour la FAO. Donc, effectivement, du point de vue de l'association de patients, on retrouve à peu près les mêmes choses. Comme vous, on a commencé à ajouter des groupes de discussion, ados, adultes, transition à l'âge adulte. Et dans la prochaine journée, on aura effectivement encore un atelier animé par vous et puis par Madame Rousseau. Donc, c'est effectivement important. Et dans nos groupes de discussion, on retrouve à peu près les choses que vous avez. Je pense que l'un quart, c'est à peu près ça. À chaque fois, il s'habitue finalement, c'est ce qu'ils nous disent, on s'habitue à vivre d'une façon un peu différente, à avoir des compléments, à avoir d'autres choses, à beaucoup boire. Ça fait partie de mon quotidien. Donc c'est pour ça qu'ils en parlent peut-être pas trop et peut-être que vous avez ce ressenti un peu différent. Mais ils l'expliquent tous que oui, on a tous une façon de manger, une façon de vivre adaptée avec ce qu'on a vécu finalement. Et finalement, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc effectivement, ils sont un peu plus petits, un peu plus malins, mais ils l'acceptent parce que c'est finalement pas grand-chose. Et donc j'avais une question derrière, effectivement, ce que vous disiez, est-ce qu'il y a une logique du coup d'hormones de croissance qu'il faut un peu pousser? Est-ce qu'il y a une vision nutrition qu'il faut un peu pousser aussi? Donc on a l'impression, c'est peut-être qu'une impression, c'est qu'effectivement, au moment de l'adolescence, on les laisse un petit peu, ils vivent bien, ça va. Oui, mais du coup, est-ce qu'on ne devrait pas accentuer un peu ce que vous disiez, finalement, avoir un peu plus de suivi nutritionnel, faire un peu attention, c'est aussi des transformations assez importantes, ces moments-là. Alors, sur la question de l'hormone de croissance, je n'aurais pas les compétences pour répondre à ça. Je ne sais pas si David Segui est connecté. Et si je ne pense pas qu'il rentre, dans les indications de suppléments en hormones de croissance. Il faut soit un vrai déficit, soit un déficit statural tellement important. Enfin bref, il y a des normes quand même. Par contre, l'attention nutritionnelle, probablement. Effectivement, ça serait quand même intéressant de voir un petit peu, de suivre les courbes de croissance à l'adolescence de ces patients-là, de voir comment se passe leur croissance. Alors, effectivement, il y en a quand même la moitié d'entre eux qui ont un IMC normal. Hein. Ils sont pas tous dénutris. J'essaye pas d'être alarmiste, mais effectivement, arrivé à la première consultation de médecine adulte, il y a un certain nombre de patients qui espéreraient quand même gagner quelques centimètres de plus ou prendre un petit peu de poids. Et à ce moment-là, il y a une indication de support nutritionnel qui n'est pas l'indication, c'est pas la dénutrition en soi, c'est pas parce qu'ils sont dénutris, c'est parce que ils ont une croissance qui s'est un petit peu ralentie. Et effectivement, ce serait sûrement intéressant de pouvoir aussi les suivre à l'adolescence sur le plan nutritionnel pour mettre en place un peu plus précocement un support, parce que après, j'ai pas dans l'étude là, j'ai pas suivi ces patients chez qui on met en place un support nutritionnel, qu'est-ce qu'ils deviennent quelques années après? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi, une fois à l'âge adulte, à gagner quelques centimètres, à prendre du poids? Ça, a priori, c'est un peu moins difficile que de gagner des centimètres. Mais effectivement, si on mettait en place des supports nutritionnels plus tôt, peut-être qu'on pourrait améliorer leur croissance staturo-pondérale. Juste, le docteur Nicolas m'avait adressé quelques patients ados autour de entre 14 et 16 pour sélectivité alimentaire. Et en fait, ce qui ressortait des consultations qu'on avait fait en binôme avec la diététicienne, c'est les ados qui disaient « mais moi, j'ai pas envie que ça change, ça me va comme ça et fichez-moi la paix, je veux pas enrichir mon alimentation, je veux pas changer ». Donc, c'était aussi la grande difficulté. Donc, ils sont peut-être en demande après à la transition adulte, mais ado, c'est difficile
de proposer autre chose. Il y a une question, Frédéric, vas-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation essentielle et tellement importante et intéressante. Juste une remarque sur la réalisation du Nissen qui ne permettrait pas de réduire la persistance d'un reflux à l'âge adulte. Et ensuite, vous donnez des chiffres, vous dites 39% de reflux traités ou non traités en l'absence de Nissen contre 50% en cas de Nissen. Je voulais juste faire une remarque, c'est que si on fait des Nissen chez 100% des reflux, ça veut dire qu'au moins la moitié des reflux ont disparu grâce au Nissen. Et on sait que le Nissen, ou en tout cas l'anti-reflux, est difficile chez ces patients, à cause de l'œsophage qui est quand même tiré vers le haut et qui n'a pas toujours le succès escompté. Et l'autre conclusion, donc je corrigerai un peu votre conclusion sur l'intérêt du Nissen. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même 39% de reflux qui n'ont pas bénéficié, je dirais, du Nissen, et donc qui sont passés inaperçus quelque part, ou alors pour qui le choix de l'absence de chirurgie a été fait. Et voilà, je voulais juste que peut-être vous fassiez un commentaire un peu plus... nous, clairement, le dépistage du reflux, c'est quelque chose de difficile chez les enfants, et le Nissen est difficile, mais on voit bien que quand même, il est intéressant, puisque chez 50% des enfants qui avaient un reflux, le reflux a disparu. Alors, merci pour votre question. But d'incriminer la chirurgie de Nissen. Il y a beaucoup de chirurgiens ici autour. Hein, mais seulement de dire que ces patients-là, a priori, ils avaient un reflux qui était plus sévère et qui persiste à l'âge adulte. Et donc, c'est des patients chez qui il faut peut-être avoir un point de vigilance un peu plus important. Le but n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire de Nissen, mais que chez ces patients-là, chez qui il y a eu une ou plusieurs interventions dans l'enfance, effectivement, il faut peut-être être un peu plus vigilant sur l'évolution de leur statut nutritionnel. Et puis, je voulais rajouter aussi que, encore une fois, c'est une étude avec des données qui remontent aussi parfois un peu loin, jusque dans les années 70. Donc avec des pratiques qui étaient peut-être un peu différentes sur le dépistage du reflux et puis sur la réalisation ou non de ce type de chirurgie. Juste pour ajouter, commenter, il y a dans l'équipe Suzanne de Porter qui a fait sa thèse sur l'histoire naturelle de la croissance et du poids, de l'état nutritionnel chez des adolescents dans notre cohorte jusqu'à l'âge de 12 ans. Et on retrouvait pour la petite taille le retard comme facteur indépendant lié, ça ne veut pas dire, voilà, le retard de croissance et le traitement par l'hormone de croissance lié à la petite taille, ça c'est les retards de croissance et les grands prématurés qui en ont besoin. Et sur le plan nutritionnel, l'antécédent de Nissen était associé aussi à un état nutritionnel moins bon. L'association ne veut pas dire que c'est le Nissen qui l'a donné, ça veut dire que c'est probablement des malades. Enfin, c'est une association, on ne peut pas aller plus loin que ça. Tu vois, Frédéric, donc c'est pas de ta faute, ça marche bien quand même. Non, mais je trouve que la façon de le dire est importante. Ça veut dire que c'est des enfants qui ont un reflux qui est sévère. C'est le reflux qui est responsable de cet état nutritionnel, qui est sévère et qui est difficile à traiter. Même chirurgicalement, on n'a un bon résultat que dans la moitié des cas. Donc, ça très bien, mais vous voyez, il y a quand même, ça veut dire que ce sont des reflux très sévères quand même. Super, on est d'accord avec ça. Vraiment très court, Jérôme, puis on avance. Effectivement, je rebondis sur le reflux. Vous nous avez montré les EBO d'origine intestinale. Vous nous parlez d'une surveillance endoscopique pour toute la vie, et c'est effectivement ce qu'on transmet à nos patients. Est-ce qu'il y a déjà des recommandations de fréquence de ces endoscopies au cours de la vie adulte? Parce que ça, je ne sais pas leur répondre. Alors ça, je ne l'ai plus exactement en tête. Le PNDS dit tous les 5 ans s'il n'y a pas d'EBO, tous les 2 ans s'il y a une métaplasie intestinale, et c'est le follow-up d'adultes ayant un EBO. On a calé dans le PNDS exactement les recommandations du suivi d'un adulte qui ait ou non une atrésie de l'œsophage et qui a un EBO avec métaplasie intestinale identifiée. Tous les 2 ans s'il y a une métaplasie intestinale, tous les 5 ans sinon. 5 ans. Voilà, en sachant que c'est une reco qui est basée sur finalement peu de choses, mais tu vois quand même le nombre de BO, y compris intestinal, prouvé chez ces adultes-là. Hein, je pense qu'ils sont là-dessus, sur le même genre de 5 ans aussi. Ouais.
Ok, on doit avancer. On est pile poil à l'heure. Grand merci.